Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, après ce formidable concert de Mika et après l'arrivée du Brennus dans le Tarn, on va d'abord parler top 14 et féliciter l'auteur du titre de une de ce lundi, Alex. Fast and Furious. Ça n'est pas moi. Ah, c'est Jean-Philippe Leclerc, mais oui, il en était très fier hier. Il m'a appelé pour me dire est-ce que tu as vu mon titre de une. Ah oui, effectivement. Moi j'avoue que Urios en Dominique moulé dans un Marcel blanc, ça me fait quelque chose quand même. Voilà, cela dit, on se demandera donc si la victoire du CO, c'est la victoire du rugby d'avant. Puis on passera à Montpellier en se demandant si ça ira mieux demain. Et on finira aux antipodes de Castres à Auckland pour parler de la tournée des Français en Nouvelle-Zélande et se demander si ça ne serait pas samedi ou jamais pour amener une victoire de cette tournée. On parle de tout ça avec les journalistes rugby de l'équipe. Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour Christelle. Richard Esco pour sa première fois, bienvenue Monsieur Richard. Il faut toujours une première fois, j'espère que ça fera pas trop mal. Et à Montpellier, nous retrouvons Philippe Pailloriès. Bonjour Payot. Bonjour à tous. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors David a encore frappé, Goliath est à terre, Castres a déjoué tous les pronostics, alors sauf celui de notre collègue Laurent Campistron, qui avait annoncé la victoire de Castres ici même, la semaine dernière. Et aussi celui de mon amoureux, accessoirement, qui était persuadé que le CO allait l'emporter. Comme il est supporter du PSG, je fais pas forcément attention à ce qu'il dit. Et du coup, là, j'en prends pour un an, donc merci beaucoup. Donc, Castres est champion de France. Castres, 40 000 habitants, 11e budget de top 14. Castres qui remet au goût du jour le fameux « on joue pour quelque chose de plus grand que nous ». Et le fameux 3C aussi, d'un rugby qui se jouerait avec le cerveau, le cœur et les couilles. Un manager meneur d'hommes, pas que, loin de là, mais un sacré meneur d'hommes. On a parlé d'envie de se battre pour le copain d'à côté, de supplément d'âme. En fait, plus je lisais les papiers, plus j'avais l'impression que les frères Boniface allaient surgir, que Couder allait rugir, allaient les petits. On avait quitté l'époque des stades qui offrent leur nom à celui qui donne le plus de sous et on était remonté dans le temps. Vous en pensez quoi, vous, messieurs, le titre du CO, c'est le retour du rugby d'avant, sans S, avant. Payot, toi qui as beaucoup été à leur contact, t'en penses quoi ? C'est ça, Castres ? C'est vraiment ça ou on en fait un peu beaucoup sur le côté rugby d'avant ? C'est ça, et on en fait beaucoup aussi. Non, mais c'est ça, bien sûr que c'est ça, personne ne pourra nier. C'est ce fameux rugby de sous-préfecture, mais qui a su s'adapter au temps d'aujourd'hui. Et on caricature un peu trop à mon goût. Voilà, Castres, c'est quand même maintenant un gros club, c'est quand même un club qui a l'habitude de ces moments-là, c'est un club qui bosse bien, qui bosse depuis longtemps, qui bosse dans la continuité, qui fait les choses dans le bon ordre. Et ouais, c'est plus petit que certains de ces clubs que l'on est amené à suivre ces derniers temps, mais c'est pas si petit que ça, quoi. C'est plus petit que ça. C'est même, on disait ça après la finale samedi soir, 3 finales en 6 ans, c'est le meilleur club français des dernières années. Point barre. Okay. En comptant le top 14, parce que si on regarde le top 14, après quand même Toulon, par exemple triple champion d'Europe, au niveau du palmarès, c'est autre chose. Moi, je n'imaginais pas qu'un club comme Castres pouvait encore être champion de France dans le rugby actuel, parce que grosso modo, moi je pensais que pour être champion, il fallait une stratégie, il fallait un esprit de corps, et il fallait des joueurs dominants. Quand je dis D, je dis vraiment D, il en fallait 5, 6, 7, 8. Il fallait, comme le Racing en 2016, Carter, Imhoff, d'autres, j'en oublierai sans doute. Clermont l'an dernier, c'est ça aussi. Et là, à Castres, c'est avant tout un esprit de corps et une stratégie. Et il n'y a pas des joueurs dominants, il y a un collectif avec quelques joueurs importants quand même, mais il y a un collectif. Et ça, je pensais qu'en fait, il leur manquerait cette part de talent pur et d'étincelle qui crée les champions. Et en fait, ils n'ont pas eu besoin de ça. Et leur esprit de corps est tellement fort et leur stratégie tellement précise et bien appliquée qu'ils ont réussi à gagner malgré l'absence de joueurs qu'on paye cher. Et ça, je pensais pas que c'était encore possible. Et ils ont prouvé le contraire. Sur le naming, attention, parce qu'on est passé de Pierre-Antoine, joueur emblématique, au laboratoire Fab. Donc là, sur le naming, ils ont pris un coup d'avance. Non,
moi, quand venant de La Rochelle, je me disais que tout est possible et Castres, normalement, ne doit pas être qualifié. C'est encore pire que ça, parce que ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le top 14. Pau aurait dû être qualifié, Bordeaux avec ses ambitions, La Rochelle était bien placée, et donc Castres disparaissait. Et d'ailleurs, les Castrés pensaient qu'ils ne referaient pas surface. Il n'y avait que Urios pour y croire. Hein. Tout le monde avait... Pierre-Yves Revol pensait que c'était fini pour cette année, qu'ils allaient terminer 7e ou 8e. Parce qu'ils avaient eu un gros coup de mou en mars, je crois. Ah, mais un truc terrible. Urios a piqué une colère noire. Enfin, il était très mal. Moi, je l'ai eu au téléphone. Il ne savait plus où il habitait. Il a dit, bon, je vais essayer quand même de maintenir cette confiance. Mais il ne comprenait pas pourquoi ils avaient chuté. Et d'un seul coup, par hasard, quelque part par hasard, hein, parce que je pense que les joueurs ont pris conscience petit à petit, mais il n'y a pas eu de véritable source de motivation particulière. Urios, d'ailleurs, lui-même, c'était dans le journal aujourd'hui, n'en sait absolument rien. Il ne sait pas comment son équipe est parvenue à se qualifier. Et c'est ça un petit peu la magie, parce que ce championnat, c'est pas un championnat de France, c'est un championnat qui décide d'aucun champion. Et ensuite, on a une phase de coupe où là, il faut effectivement avoir les 3 C. Et c'est-à-dire que Castres est champion presque d'une Coupe de France. Parce que si on regarde le championnat, Montpellier a été extraordinaire cette année, 4 essais par match. Et je pense que là, ils sont détruits. Parce que ce qui fait la différence dans ces matchs-là, c'est l'envie de mouiller un maillot, l'envie de jouer pour les copains, de se mettre par terre quand on voit un camarade ou un coéquipier qui est en difficulté, et puis après d'être un grand professionnel. Ouais, mais il y a pas que ça qui fait la différence. Enfin, aujourd'hui, il y avait certes le côté mouiller le maillot, c'est essentiel pour gagner un titre, et tous ceux qui ont gagné un titre ces dernières années avaient forcément cet esprit de corps. Mais ils avaient aussi des match winners qui, à un moment, faisaient basculer le match sur un exploit. Et à Castres, évidemment, Oda Pilleta met beaucoup de points, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une individualité forte qui ressorte. Comme on pouvait en voir au Racing, à Clermont, à Toulon. Là, je reviens à ça. C'est assez admirable la manière dont ils ont su devenir champion de France avec un effectif. Si on prend ligne par ligne, Tichit, ça vient de Pro D2. Le talonneur formé au club et son remplaçant, il joue en Pro D2 il n'y a pas longtemps. Le pilier droit, Kotze, pas gardé à Clermont. Jacquet, pas gardé à Clermont. Capot, sacré joueur, sacré capitaine, il est là depuis longtemps. Babillot, Gelonge, formé au club. Tulou, pas gardé à Montpellier. Et il n'est même pas titulaire, Tulou. Là, si, sur la finale. Oui, si. sur la finale, mais... il pas... Cocotte, joueur capable de matchs d'exception. Oda Pilleta, ça vient de Pro D2. Combezou, pas gardé par Clermont. Baye, pas gardé par... Enfin, voilà, joueur sans pas une grosse cote. Le centre, Tomepo, parcours moyen. Djoumora, pas gardé par Toulon. David Smith, pas gardé par Toulon. Eberson, pas gardé par Montpellier. Voilà, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont des bons joueurs, mais... qui sont pas des premiers choix. Et il y a beaucoup de ces joueurs-là dont les grosses écuries ne veulent pas, n'ont pas voulu, ne voudront pas à l'avenir. Et ça, c'est... Cela dit, c'est comme ça que le Stade français est champion de France en 98, hein, avec des gens dont plus personne ne voulait, certains étaient même à la retraite. Et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la capacité de Bernard Laporte à les fédérer et la force d'Urios capable de fédérer les hommes. Philippe Payot nous en parlait tout à l'heure. C'est la grande dimension d'Urios, c'est d'être capable d'aller trouver ce qui fait la force des hommes à l'intérieur d'eux, pas sur une carte de visite, mais sur la profondeur d'âme qu'ils ont. Et moi, je trouve ça tout à fait remarquable. C'est presque un titre atypique. On t'avait perdu, Payot, on t'a retrouvé. Le CO, c'est vraiment le club d'une ville. Ils avaient tout le monde avec eux. Hein. Non, mais c'est pas nouveau, ça. C'est vraiment pas nouveau. Ça a toujours été le seul club de sport de haut niveau qui est à Castres. Il y a eu un petit peu de basket à un moment donné à National 2, mais il y avait 300 personnes au match, quoi. Voilà, le seul endroit où les gens se retrouvent sur un spectacle sportif, c'est Pierre Fabre maintenant, quoi. Et en ville, le paradoxe, c'est que au long de la saison régulière, il n'y a pas grand-chose qui laisse penser qu'il y a des matchs de rugby, même dans les endroits un petit peu habituels, les bistrots, celui de José Diaz ou d'autres, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une grosse animation. Il y a vraiment qu'au moment de la phase finale que les vitrines se décorent et que les gens sortent. Et voilà. Tu parlais, Alex, tout à l'heure du reportage de Capo Ortega. On le voit se trimballer dans la rue, les voitures l'apostrophe, les gens sortent des magasins pour l'embrasser. Mais ça n'arrive vraiment qu'au moment de la phase finale, quoi. Il y a une passion à ce moment-là et le reste du temps, elle est beaucoup plus contenue, quoi.
On peut dire deux mots sur l'avenir un petit peu, Payot, dans ton papier aujourd'hui, là, il y avait un encadré sur l'avenir d'Urios, il lui reste 1 an de contrat, il n'a pas encore re-signé. Il dit que s'il n'a pas les garanties pour une évolution du projet, il partira. Ça inquiète ça du côté de Castres ? Ouais, ça inquiète, mais son discours est tellement sain que ça inquiète pas tant que ça, quoi. Il demande pas à recruter 5 Sud-Africains et des All Blacks. Il demande juste avoir les moyens de mieux structurer le centre de formation, avoir les moyens de mieux appréhender l'enchaînement match de top 14, match de Coupe d'Europe. Voilà, il aimerait pouvoir faire un petit peu comme tout le monde, travailler dans la sérénité avec quelques moyens supplémentaires et voilà, il demande juste ça et ça va être entendu. Il demande ça pas pour lui, il demande ça pour le club parce que il pense qu'aujourd'hui, si le club doit continuer à grandir ou ne doit pas être condamné au miracle chaque saison, il lui faut quelques garanties. Il emploie le terme garantie plus que moyenne d'ailleurs. C'est les garanties voilà. Il se voit en ce moment même avec Pierre-Yves Revol et je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Il est bien ici. Il l'a encore dit dès après la finale. Il est bien, il a envie d'y rester. Mais je pense aussi que c'est ce qu'il dit un petit peu ce matin. Le titre l'a apaisé et qu'aujourd'hui, s'il y a une opportunité d'aller voir ailleurs sur un club plus huppé, mais avec un club qui accepterait ses méthodes, parce que voilà, lui il changera jamais de toute façon, ça le tenterait aussi. Donc s'il n'a pas ces garanties-là, ouais, il peut partir. Il fera la prochaine saison parce que ça c'est son style. Il partira pas avant le terme de son contrat. Il a jamais fait ça et il le fera jamais. En revanche, ouais, s'il n'a pas toutes ces garanties-là et s'il y a un projet qui l'intéresse, il n'hésitera pas, quoi. Oui, mais ça va réduire parce que un président qui accepterait la méthode Urios, déjà ça élimine Montpellier et ça élimine Toulon, parce que lui il a besoin de tranquillité. Il faut savoir que Christophe Urios, s'il y a une chose qu'il déteste, c'est que l'administratif, le politique et le présidentiel viennent se mêler du sportif. Donc je pense que quand il va avoir des boulets Mourad Boudjelal en conf de presse alors qu'il est en train d'expliquer comment il a gagné ou comment il a perdu, ça va se passer une fois, mais ça se passera pas deux. Donc je pense que Christophe Urios, il a un avenir, mais qui est peut-être un avenir pas loin de Marcoussis et de l'équipe de France. Je crois que moi, comme toi, je le vois bien rester. Les garanties vont être relativement limitées parce que la Fondation Pierre Fabre, c'est pas Serge Kampf du temps de son vivant, c'est-à-dire que c'est relativement bien organisé pour être pérenne sur le temps, mais pas avec des grosses augmentations de capital et de budget. Donc, ça sera pas, comme tu le disais, une transformation de l'équipe. Ça va être effectivement pour le club, mais je pense que Christophe Urios, là, il a de l'appétit. Pour en avoir un peu parlé avec lui, il a de grosses ambitions personnelles. Ces ambitions, c'est pas lui qui va aller les demander, mais je serais pas surpris si à la fin de la Coupe du Monde 2019, il se rapproche de l'Essonne. On rappelle qu'il part lui-même en Nouvelle-Zélande pour coacher les Barbarians, là, les Barbarians qui sont plus les Barbarians d'avant, qui sont une France B, voilà. Oui. Très bien, allez, on passe au deuxième sujet. Si Castres a surpris, la prestation de Montpellier a surpris aussi, dans l'autre sens. Les quelques 550 sélections de ses titulaires, notamment Springbok, n'y ont rien fait. Le MHR est passé complètement à côté de son match. À peu près tout le monde a été nul, je crois. On peut dire ça, ou c'est méchant. Quand l'esprit de corps castrais crevait l'écran, celui du MHR n'a pas sauté aux yeux. On les attendait à la puissance. Parce que mon premier éducateur de rugby résumé par « va taper aussi fort que t'es con ». Eh ben, on a eu de la puissance. Alors, on va pas présumer de la deuxième partie de cette maxime, mais disons qu'en face, on s'attendait à ce déploiement goliathesque. Du coup, ça notamment plaqué aux jambes à tour de bras, je voyais. Et ben, les Montpelliérains n'avaient pas de plan B. Ils n'ont pas su réagir, pas su proposer autre chose. Alors, le truc, c'est qu'au vu de ce qu'on sait de la saison prochaine, on se demande si ça va beaucoup changer, en fait, du côté du MHR. Est-ce que ça ira mieux demain, alors, dans l'Hérault, Alex ? Effectivement, la question de Montpellier, c'est réussir à bâtir un plan B qui peut-être pourrait devenir un plan A à l'avenir, c'est-à-dire un jeu avec un peu plus de mouvement, un peu plus de vitesse, un peu plus de ballons joués par les trois quarts. Ce qu'ils ont quand même un peu montré au cours de la saison, ils ont été capables de faire des choses quand même, ce qu'ils ont peu fait sur les phases finales. Et pour ça, il faut des joueurs différents. Il faut
Surtout, je pense qu'il leur faudra peut-être un peu plus de vitesse au centre du terrain, peut-être un peu plus derrière aussi, mais il leur faudra aussi des avants capables de se déplacer davantage pour assurer les rucks, assurer les soutiens. Et ça, pour l'instant, à travers le recrutement qui se dessine, on le voit pas forcément. Alors, il y a Guzan qui va arriver, qui est un joueur, l'ancien du Racing, parce qu'il y en a beaucoup des Guzan, qui est un joueur avec beaucoup de vitesse, enfin qui avait beaucoup de vitesse. Oui, ça on rappelle qu'on ne l'a pas vu jouer depuis un an et demi il est quasiment. Devenu représentant selle de cheval. Voilà. Donc Kel Guzan va arriver à Montpellier. Puis après, sur le reste du recrutement, il y a le De Vedek qui vient, qui a un bon manieur de ballon, mais je ne sais pas s'il trouvera sa place dans la rotation. Donc voilà, la question se pose, est-ce que, notamment dans le 5 de devant, ils vont réussir à trouver des options supplémentaires. Il y a peut-être encore un peu de temps pour recruter. Là, pour l'instant, ça semble mal engagé pour avoir une vision, pour avoir un jeu supplémentaire, un jeu différent. Payot, tu en penses quoi, toi? Moi, je ne suis pas aussi sévère. Moi, je les ai vus beaucoup. Je trouve qu'ils ne sont pas aussi... statiques qu'on veut bien le dire. Ils ont pris un pilier moldave là, qui joue en Angleterre et qui lui est un petit peu plus mobile que Gianni Duplessis. C'est une blague, non? C'était un pari? Non. Tu devais placer pilier moldave dans la conversation? C'est un pilier moldave qui est en Angleterre depuis 15 ans et qui est un des meilleurs piliers droits du championnat. Et donc, ils l'ont recruté il y a 6 mois maintenant. Donc ça va faire du bien. Après donc le DVD, oui. Ils ont pris le fils Brennan aussi. On va voir comment il peut s'intégrer dans cette équipe-là. Mais ils ont une forme de jeu qui correspond aux joueurs dont ils disposent. Et Verne, il a beaucoup insisté là-dessus. Voilà. Peut-être que Guzan va tout transformer, peut-être pas, peut-être qu'ils joueront comme ça. Voilà, ils ont fait, tu disais en phase finale, Alex, ils ont fait comme match à Lyon, ils ont mis 4 essais, ils ont débordé Lyon. Alors Lyon était éreinté, d'accord, ils sont passés au travers de la finale, on est tous d'accord là-dessus. Mais à part ça, ils sortent d'une saison où, quand on a vu la saison et demie de Jack White, je vous garantis que je me suis régalé à Montpellier, moi, cette année. Je vous garantis. T'as vraiment dû t'ennuyer l'année dernière, alors, quand même. Ouais, non, mais alors, après, c'est pas sexy, voilà, mais c'est efficace, ça marche bien. Et puis, ça fait combien? Ça fait 103 essais sur la saison. Alors, en 28 matchs, 103 essais en 28 matchs, moi, ça me va quand même, ça me va quand même. Et peut-être que Guzan sera moins frontal que Stein, mais on verra. Moi, je trouve pas ça si ennuyeux, quoi. Je trouve qu'ils sont totalement passés au travers de cette finale. Mais c'est même pas, vous parliez de plan A et de plan B. Le plan A, on peut pas savoir s'il aurait fonctionné contre Castres, dans la mesure où après 5 minutes ils avaient fait 8 en avant et ils avaient été pénalisés 4 fois, quoi. Donc voilà, ce plan-là il aurait pu complètement fonctionner contre Castres. Castres a été d'autant plus fort et en confiance que Pinard tombait des ballons et que Stein faisait n'importe quoi. Il aurait suffi que ça reste un peu plus longtemps dans le match, peut-être que la puissance aurait fini par user Castres et qu'ils n'auraient pas eu cette furie jusqu'au terme du match, j'en sais rien. Voilà, très sincèrement, moi ça fait 5 ans que je suis ici, que je suis cette équipe, c'est le plus mauvais match que je les ai vu faire, le plus mauvais. Même sous White et même au plus mauvais de Galtier, je ne l'ai jamais vu aussi mal joué que ça, quoi. Mais comment on l'explique ça? Parce que c'est une équipe qui avait qui a beaucoup d'expérience. On l'explique. Moi, j'ai eu la possibilité de discuter avec Eric Blondeau, leur préparateur mental. Et avant de dire ça, j'adhère complètement à ce que tu dis, Philippe, pour les avoir vu jouer moi aussi pour l'équipe.fr. Donc, j'ai vu que tous les matchs de Montpellier cette année, quasiment. Effectivement, leur jeu n'est pas gracieux, mais c'est un jeu qui est complet. Là, la finale, c'est l'accident industriel. Ça, je peux vous dire qu'elle a été superbement bien préparée, cette finale. C'est l'accident industriel. Personne ne l'a vu venir. Et ils en sont à l'analyse. Je sais qu'il y a une réunion en ce moment entre tous les membres du staff. Et tu parlais de prestations. Effectivement, c'est pas une performance, c'est une prestation. Prestation, c'est-à-dire sont des gens qui sont payés pour faire un job, ils viennent, ils y mettent pas d'âme. Je pense qu'on sous-estime quelque chose, et c'est ce que je partageais avec Eric Blondeau pas plus tard que ce matin. Eric Blondeau, qui est le préparateur mental. C'est celui qui a permis à Clermont d'être champion de France en 2010, qui a suivi Cotter en Écosse et qui l'a suivi là à Montpellier. Ancien 3 quarts
centre d'Angoulême. Voilà. Et Éric Blondeau dit on ne mesure pas l'impact d'une finale du top 14. C'est-à-dire que il a les frères Duplessis, Pinard, Cruden. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ont été totalement absorbés par cet événement, au point d'en être totalement tétanisés. Moi, j'ai quand même du mal à comprendre qu'on puisse être champion du monde et qu'on puisse être terrorisé par une finale de top 14 contre Castres. Ils mesuraient pas ce que c'était. Ils ont joué des matchs toute l'année, des matchs de qualité, même à Lyon, c'était pas une finale. Ils ont fait le job. Et là, d'un seul coup, ils ont été totalement étouffés. Vous savez, moi, ça me rappelle le match d'ouverture France-Argentine 2007. On est super bien préparé. En France, voilà. Et au moment des hymnes, on a une équipe qui est pleine de sang, de valeur, d'envie et de passion. C'est l'Argentine. Et on voit les Français liquéfiés, blancs, qui se rendent compte d'un seul coup que c'est la Coupe du Monde, que c'est chez eux, au Stade de France, et il y a la Marseillaise. Qui sont pleins de Guy Môquet aussi. Et ils sont pleins de Guy Môquet. Et je pense que là, les Sud-Africains de cette équipe et les joueurs d'expérience n'étaient pas du tout préparés à ce que pouvait représenter le top 14. Et moi, je trouve que ça en dit beaucoup. C'est un peu flatteur, mais ça en dit beaucoup sur notre championnat qui est tant décrié. Mais quand des joueurs de cette envergure-là, de cette histoire-là avec le rugby arrivent en top 14 et disent « Merde, c'est encore plus fort que ce qu'on imaginait », eh ben, c'est une des explications, parce que je ne vois pas comment Pinard, Cruden, les frères Duplessis, Stein et compagnie ont pu être aussi, mais nuls, hein, c'est même à la limite de la faute professionnelle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie, de l'émotion et de l'affectif. Et puis, ils se sont jamais retrouvés de la saison dans ce type de situation-là. À domicile, il y a très peu d'équipes, enfin à Montpellier, il y a très peu d'équipes qui sont venues jouer. Donc, ils ont tout gagné facilement avec le bonus offensif à chaque fois. À l'extérieur, ils ont choisi leur match et chaque fois qu'ils ont perdu, ils avaient mis des équipes hybrides en laissant au repos pas mal de cadres, etc. Castres, sur les 29 matchs, a dû batailler pendant 25 matchs pour pouvoir être là. Montpellier, ils n'ont jamais bataillé. À Lyon, ils n'ont pas eu à batailler. Même au Vélodrome, quand ils jouent contre Toulon, ils y vont avec une équipe hybride et ils n'ont pas à batailler. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans une situation avec Nadolo à genoux devant le président. Voilà, j'ai lu ce matin dans le Midi Libre le fait que la famille de Pinard et de Stein ont déménagé le jour de la finale à Belfast. C'était un jour mal choisi, mon avis, mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui font ça, que, tu sais, les femmes, Payot. Ouais, les femmes, c'est un peu. Mais on se retrouve sur une situation qui, Richard disait que personne ne l'a vu venir, mais c'était totalement imprévisible. C'était pas imaginable de voir à quel point cette équipe-là pouvait aussi mal jouer. Elle aurait joué comme elle joue d'habitude. Elle aurait été battue par Castres parce que le plan de jeu défini par Urios aurait eu raison de celui de Cotter. On parlerait différemment de cette finale-là. Là, aujourd'hui, personne ne peut savoir ce que ça aurait donné, etc., si ne serait-ce que Montpellier avait été à la hauteur de cet événement, ce qui n'a pas été. Alors, moi, je pense que quand même, le plan de jeu d'Urios et l'agressivité des Castrés a participé à couler Montpellier et ses individualités. Effectivement, il y a eu des fautes directes assez vite dans le match, des touches pas trouvées, une pénalité ratée par Pinard, etc. Mais s'il n'y avait pas eu cette agressivité de Cass, s'il n'y avait pas eu ces montées en pointe de Combezou, s'il n'y avait pas eu ces plaquages nets de Gelon chez Babillot et cette bataille dans les rucks et cette grinta de Cocotte, je pense qu'on aurait vu une équipe qui aurait réussi à reprendre un peu le fil de son match. J'ai regardé les statistiques, donc 100% dans les rucks pour Castres, 97,5% pour Montpellier. Beaucoup de ballons lents par contre. Ouais, 93% de plaquage pour Castres, 92% pour Montpellier. Voilà, dans les molles, ils ont été bouffés. Ils sont à 40% Montpellier, alors que c'est leur force et qui marquent 60% de leurs essais sur molle. Dans les molles, c'est vrai. Après, le reste du temps, ils n'ont pas si. Voilà, comme Bezou, les a empêchés d'aller vers l'extérieur. Mais Nadolo, il a même été pris de vitesse par Babillot. Donc, ils étaient tous. Ils étaient tétanisés. Et je suis d'accord avec toi parce que pour avoir vu les matchs d'adversaires allant chercher Montpellier, comme La Rochelle, il y a eu plein d'équipes, Bordeaux qui a battu Montpellier à Bordeaux, il y a plein d'équipes qui ont joué comme ça dans la saison, en montant très vite, en étant très agressifs. On a vu les Montpelliérains en difficulté, mais surtout, on les a vus capables de revenir après en cours de match. Et alors que là, ils ont été incapables de revenir. Moi, il y a un phénomène marquant pour moi, c'est quand François Stein
prend le ballon il a une opportunité, il a un surnombre à l'extérieur et il décide comme un gros bourricot d'aller péter tout seul contre 2 défenseurs pensant faire reculer Dumora et il est arrêté sur place. Quand on a un manque de lucidité de cet ordre-là, quand on voit Duplessis qui d'habitude sait aller percuter et là s'offrir en levant le buste et en reculant de 3 mètres à l'impact, je me dis que c'est dans la tête que ça s'est passé. Et la tête, c'est le 4e pilier du rugby, hein, technique, tactique, physique et mental. Et là, c'est vraiment pour moi une faillite mentale parce que les joueurs, on les a, la qualité des joueurs de Montpellier, on ne peut pas revenir dessus. Ok, on passe au dernier thème. Hein. L'équipe de France est en Nouvelle-Zélande, presque toute. On enregistre ce podcast le lundi, donc les finalistes rallient le pays de Boden-Barrett. Boden, ce soir, hein, je crois. Donc les Bleus, ils sont pour 3 tests à Auckland ce samedi 9, à Wellington le 16 et à Dunedin le 23. Le tout à 9h35 du matin, hein, puis on a 10 heures de décalage. Donc, vous n'oubliez pas vos réveils, c'est toujours cool de se réveiller au son du haka. On avait laissé l'équipe de France avec 2 victoires contre l'Italie et l'Angleterre dans le tournoi. Oui, c'est ça. Et 2 défaites d'un rien en Irlande et au Pays de Galles, dans un tournoi qu'on avait qualifié de plutôt encourageant, finalement, après avoir été tenté de se moquer, finalement, non. Hein. C'était tellement encourageant qu'on se dit que sur sa lancée, peut-être que sur un malentendu, elle pourrait se les faire, ces blagues, si je puis m'exprimer ainsi. Non, Alex ? Il faudrait un malentendu, quand même. Un gros. Il faudrait un malentendu. Il faudrait une grosse perf. Alors, il y a des petits signaux encourageants. C'est que les All Blacks sont en début de saison. Oui. Qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis, je pense, la tournée de novembre, ce qui fait un certain temps. Qu'en plus ils ont des blessés ou des joueurs incertains. Il y a Whitelock en ce moment qui est incertain, il y a Retallick qui est incertain, il y a Reid qui est blessé, il y a Dan Coles qui est blessé depuis longtemps, il y a Sonny Bill Williams qui est blessé, il y a Crotty qui est incertain. Ça fait quand même quelques joueurs importants dans cette équipe, et on a coutume de dire que le premier test donc est prenable. Après, faut aussi regarder l'état de l'équipe de France. Le tournoi de juin, c'est toujours à la fin de saison. Donc de la fatigue physique, mentale. Et puis là, il y a quand même beaucoup de joueurs absents de cette tournée. Donc un effectif sur lequel on se pose des questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se posait les mêmes questions pendant le tournoi. Rappelez-vous le passage entre l'Écosse et l'Italie, avec le rappel de joueurs qu'on n'avait pas vus en bleu depuis très longtemps, Grosso, Fall... Et toutes ces questions-là ont été, tous les doutes qu'on a eu dans cette période-là ont été levés par les performances ensuite, le match contre l'Italie, puis contre l'Angleterre, puis au Pays de Galles. Donc peut-être qu'on aura à nouveau une bonne surprise là. Il faudra quand même, c'est l'étape au-dessus, hein, les All Blacks quand même. Ah oui, non, mais... Alors, ça dépend aussi, parce qu'il a de la chance, Brunel, finalement, dans son malheur de fin de saison, c'est qu'il y a très peu de finalistes qui étaient appelés en Nouvelle-Zélande, donc ça veut dire qu'il a gagné une semaine facile, voire même 2, voire même 3. Donc, pour en avoir parlé avec certains anciens qui ont fait les tournées en Nouvelle-Zélande, tout est d'abord une histoire de préparation physique, c'est-à-dire homogénéiser un groupe de façon à ce que les joueurs qui sont portés, je dirais, à incandescence pour la phase finale puissent récupérer une petite semaine, puis retrouver un niveau de forme maximal, mais tous ensemble. Et donc l'idée, c'est, moi je ne sais pas, mais la question, il faudrait la poser à nos envoyés spéciaux, est-ce que la préparation du 15 de France a été de qualité, de façon à homogénéiser le groupe et à les mettre sur un niveau de phase finale de championnat? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'ils ont envie? C'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller battre ces All Blacks? Rappelez-vous, Philippe Saint-André, quand il avait fait la tournée de toute une vie. C'est la tournée de votre existence. Et puis à l'arrivée, ça s'était éteint. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment, comme s'ils allaient disputer une finale de Coupe du Monde? Parce que pour battre les All Blacks, il faut considérer qu'on joue une finale de Coupe du Monde. Est-ce que les joueurs français sont dans cet état d'esprit-là? Une fois qu'on a répondu à ces deux questions, après, sur la dimension tactique, technique, je pense qu'il y a suffisamment de bons entraîneurs au sein du staff pour y répondre, mais c'est physique et mental. Et ça a toujours été comme ça. En 94, c'était comme ça.
En 79, c'était comme ça. Et quand on y va en 2007 avec des réservistes qui viennent faire le nombre, on en prend 50. Voilà. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas là-bas, mais c'est vrai que peut-être que, Alex, toi, tu es en contact avec les envoyés spéciaux, peut-être que tu as des informations sur l'état de forme et sur l'agressivité mentale. On en a 2 dans l'avion en ce moment, donc ils ne sont pas encore arrivés. Il y en a un sur place qui est en bonne forme, je crois. Qui est en bonne forme. On n'a pas vraiment parlé de ce qu'il a pu voir aux entraînements. Il y a une question sur le physique, c'est que il y a beaucoup des joueurs là qui n'ont pas joué depuis un bout de temps, depuis la dernière journée du top 14, qui était, je crois, fin avril. Il me semble. Et donc ils vont affronter les All Blacks avec un mois sans compétition. Peut-être d'une bonne nouvelle, Alex. Ou pas, parce que le manque de rythme peut être préjudiciable aussi. Il faut savoir comment ils ont meublé cette période-là. Je sais qu'ils avaient un petit programme de préparation physique, mais c'était un programme. Il y avait beaucoup de régénération avec il y avait 2 jours, des petits blocs de 2 jours et demi de préparation physique. Mais voilà, donc c'est une question par rapport au rythme, au repère aussi, repère de jeu, repère technique. Quand on joue les All Blacks, on sait que les petites erreurs, les petits oublis peuvent être vite punis. Il va falloir que les joueurs se mettent retrouvent vite leurs habitudes techniques. Payot, toi qui es qui suit un club dont un des joueurs a préféré se faire opérer plutôt que d'aller jouer contre les All Blacks. Il est malade, D'accord, il fallait qu'il se soigne. Non, voilà, la bonne nouvelle que j'y vois, c'est que Curios est dans les parages. Donc, il va aller les voir, il va boire quelques bières, il fait comme ça tout le temps. Et après, le lendemain, ça gagne. La bière va sauver le rugby français. Les entraîneurs qui ont réussi en Nouvelle-Zélande, et ils ne sont pas nombreux, hein. Il y a Pierre Berbizier et puis, on va dire, les Jean-Michel Aguirre, puisqu'à l'époque, c'était l'arrière du 15 de France qui faisait la prépa physique. Je les ai interrogés pour préparer 2 papiers pour le web, et ils me disaient qu'il faut arriver à ce que les entraînements soient plus durs que les matchs. Et contre les All Blacks, il faut que la douleur soit oubliée, parce que ça fait toujours très très mal. Et il faut que les entraînements soient d'une dureté, d'une intensité et d'une violence telle que quand on arrive au match, on est totalement soulagé, parce que le match, on le regarde dans la dimension tactique, dans la dimension technique, mais on n'est pas là en se disant on va se faire broyer. Parce que les All Blacks, on oublie de le dire, ils jouent formidablement bien, mais ils broient tout ce qui se passe. Et c'était pareil. Au sens propre, notamment. Oui. Le plancher orbital de Morgan Parra s'en souvient, je crois. Et donc, cette dimension de la préparation physique, pour moi, elle est cruciale. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, mais si on n'est pas préparé physiquement comme un athlète pour disputer l'équivalent d'une finale ou d'une demi-finale de Coupe du Monde, il n'y a aucune chance de battre les All Blacks. Ok, messieurs, on finit avec votre pronostic. Vous nous donnez un pronostic sur ce Nouvelle-Zélande-France. Et oui, je vous prends comme ça au débeauté. On va laisser Richard commencer. Une défaite encourageante. Non, franchement, dans l'état actuel des choses, là, l'équipe de France est en reconstruction. Il y a une nouvelle équipe, Jacques Brunel l'a dit, donc il y a des automatismes à retrouver. Moi, je vois une belle heure de rugby où la France va faire douter les All Blacks. Et sur la fin, les automatismes néo-zélandais reprenant, je dirais, allez, 25-18. Alex ? J'allais dire à peu près la même chose. Ouais, moi, je vois un truc comme ça aussi, peut-être un 30-12, enfin un score avec plus d'un essai d'écart en tout cas, je pense. Et je sais pas si le scénario sera conforme à ce que vient de dire Richard là, mais oui, je vois quand même au moins 10 points d'écart. Et toi, Payot ? Et moi, je dis que comme les petites villes battent les grosses villes, les petits pays vont battre les gros pays. Alors c'est la Nouvelle-Zélande qui va gagner alors. Même score. Et oui, c'est ce que je dis. 29-13 le score de la finale. Et toi, Christelle, mais pour qui du coup ? Pour le petit pays, pour la Nouvelle-Zélande. Christelle, comment tu vois ça, toi ? Moi, je suis l'anti-France. Moi, je veux 45 points pour les Blacks, quoi. C'est parce que Boden Barrett est dans les parages ? Moi, je suis plus branché monsieur avec des plis dans le cou, moi. D'accord. Je respecte beaucoup les avants. Merci messieurs, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Richard Escaut et Philippe Payoriès à Montpellier. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et on se dit à la semaine prochaine.